Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maghrebiya pour un nouveau numéro de Microscoop. Merci infiniment pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Comme chaque jour, vous allez revoir toutes les émissions en replay. Et puis la page Facebook aussi, vous allez pouvoir voir l'actualité. Et puis réagissez, commentez. Merci pour toutes les informations, les tweets, les images que vous nous envoyez, vos réactions. Et encore une fois, merci à nos invités d'être présents à chaque fois. Nous allons donc revenir sur l'actualité de la semaine qui a été marquée notamment en début de semaine par le retour de la Mamra, par les sorties de Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, et du chef d'état-major, donc Saïd Chengreha. Mais en priorité, on va revenir sur le quotidien des Algériens, sur cette crise sociale qui est marquée notamment, encore une fois, par une pénurie. Il y a le lait, il y a les pommes de terre, il y a la tomate, l'augmentation des prix, notamment de la volaille. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette pénurie qui fait encore énormément de polémiques aujourd'hui, c'est l'huile, avec un ministre du Commerce, entre autres, qui confirme l'interdiction de vente de l'huile de table, écoutez bien, aux mineurs. Et oui, habituellement, lorsqu'on est dans un pays à forte consommation d'alcool ou de tabac, les mineurs, ou de jeux par exemple, on interdit cela aux mineurs. Eh bien, en Algérie, malheureusement, on interdit la vente d'huile. Donc imaginez une maman ou un papa qui ne peut pas se rendre notamment à la hanout, comme on dit, au magasin, chez l'épicier pour faire ses courses. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, elle ne peut plus envoyer ses enfants mineurs. Voilà ce que dit le ministre du Commerce, je cite, selon ses donc les spéculateurs utilisent des enfants pour acheter de grosses quantités d'huile et provoquent une pénurie sur le marché. On peut imaginer un enfant de 11 ans ou un enfant de 12 ans arriver à la maison avec une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de bouteilles ou de bidons d'huile. Vous imaginez la scène, notamment pour un mineur, avec ses capacités physiques parfois de porter des bouteilles de 2 ou 5 litres. Alors bien évidemment, vous le savez, le président Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé un décollage économique. Eh bien, comment est-il possible de parler de décollage économique avec une situation comme celle-ci? On parle aujourd'hui, en 2022, de pénurie de produits alimentaires, sachant que personne ne maîtrise rien, puisque, encore une fois, les hautes instances ont annoncé une commission d'enquête. Il y a eu la commission d'enquête annoncée pour les feux cet été. Pour l'instant, sans suite. La pénurie de lait, la pénurie de liquidités, notamment dans les établissements financiers. Aujourd'hui, une enquête est lancée pour pénurie de lait. Des enquêtes, on va y revenir avec nos invités. Est-ce que réellement elles servent à quelque chose, les enquêtes en Algérie? Qui les commande, Qui a-t-il au sein de ces enquêtes? Et puis les suites réellement. À l'heure actuelle, on n'a aucun bilan, aucun résultat, notamment sur les enquêtes que je viens de vous citer. Et puis comment, excusez-moi du terme, faire avaler ça aux Algériens et aux Algériennes. Maintenant, depuis plusieurs mois, ils sont face à des difficultés, notamment pour se restaurer, et personne a des informations, notamment la semaine dernière, on l'a vu, sur l'augmentation du pain qui continue. Personne réellement ne maîtrise les éléments. On reviendra encore une fois sur ce côté, arrestation arbitraire, répression, les partis politiques. On parlait il y a quelques semaines, on revenait il y a quelques jours notamment sur le parti de Zoubida Assoul, l'UCP. Eh bien aujourd'hui, c'est le RCD, celui présidé par Mohsen Belabès, le RCD mis en demeure par le ministère de l'Intérieur. Donc le RCD a affirmé clairement hier avoir été sommé de cesser, je cite, de faire de la politique. Voilà ce que dit le RCD. Un huissier de justice est présenté au siège national du RCD avec un courrier nous enjoignant encore une fois de cesser de faire de la politique. Donc a réagi le parti sur sa page Facebook. Dans ce courrier toujours, il est reproché au RCD, je cite, de continuer à utiliser son siège. Donc plus de possibilités de rendre dans son siège et de travailler sans aucune autorisation administrative. Nos invités vont y revenir puisque en aucun cas c'est indiqué, notamment dans la Constitution. Un avertissement donc est adressé au RCD pour cesser ces pratiques avec
avec une menace d'appliquer l'article 66 de la loi 2021 sur les partis. On va y revenir, notamment certains partis. La Ligue algérienne des droits de l'homme donc a soutenu, et puis Zoubida Assoul qui s'est exprimé, je cite, sa pleine solidarité avec les militants de la direction du parti du RCD. Et si on a un peu de temps, on reviendra notamment sur les sorties de Chengriha et de Salah Goudjil. Mes invités, bon, Algérie 2 points, vous l'avez vu, hein, l'écran ça va s'afficher, pouvoir d'achat, répression, arrestation, crise sociale, l'Algérie qui est face au mur, enfin, des Algériens et des Algériennes. On va y revenir, on va essayer de comprendre hein, de quoi s'agit-il et à quoi réellement sera face en ce début d'année 2022 le peuple algérien. Président de Riposte Internationale, Ali Hadjoudi, bonsoir. Bonsoir Ali Hadjoudi. Bonsoir Chavel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue, on va revenir. Merci. Très bien. Très bien. On va revenir avec vous sur la situation en termes de crise économique, mais puis surtout au niveau de ces arrestations, ces détenus, puisque Riposte Internationale maintenant lutte depuis des années pour soutenir le peuple algérien et milite pour les droits de l'homme. Assia Gueshoud, hirakiste, militante pour les droits de l'homme. Bonsoir Assia Gueshoud. Bonsoir, salam alaikum, Azul Fellaoun. Merci de me recevoir et je salue tous les téléspectateurs à l'intérieur et à l'extérieur, et vous inviter. Merci Assia Gueshoud d'être avec nous. Recevez tous nos vœux, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se souhaiter les vœux au nom de la rédaction et en mon nom personnel. Boualem Amoura, enseignant, secrétaire général du SATEF. Bienvenue, cher Boualem Amoura. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia, à tous les invités, à notre diaspora, et bien sûr sans oublier les travailleurs de Magharibia. Merci d'être avec nous. À chaque fois, c'est un plaisir de vous avoir, Boualem Amoura, puisque vous êtes syndicaliste et vous êtes en ligne de front, notamment sur ces informations sur la situation en Algérie. Je vais commencer avec vous, Boualem Amoura. D'abord, la situation, avant de revenir une nouvelle fois hein, sur cette sortie, encore une fois même de Rezik, hein, le ministre des Commerces, hein, qui nie l'existence d'une crise et confirme que, je cite, nous deviendrons, on enverra une vidéo tout à l'heure, nous deviendrons le numéro 1 africain dans l'exportation d'huile, notamment en 2022, hein, j'invente rien, vous allez l'écouter tout à l'heure encore une fois dans Microscope, hein, même si Salim Salkhan, mon collègue, l'a diffusé il y a quelques minutes dans l'émission Thadient, mais c'était important de le revoir encore une fois. Boualem Amoura, avant d'avoir votre analyse un peu sur ces enquêtes, etc., aujourd'hui encore, on en parlait il y a une semaine, crise sociale, les Algériens vont vivre des moments difficiles dans les semaines à venir, où c'est plutôt bien parti, vous êtes optimiste et c'est plutôt positif. Malheureusement, je ne puis le déclarer, vu la situation que nous vivons quotidiennement, pas seulement en 2022, je l'avais dit, qu'avec l'arrivée de 2022, ce sera encore des pénuries, des crises, et bien sûr, il n'y aura pas d'augmentation du pouvoir d'achat. Et même ceux qui nous gouvernent, au fond d'eux-mêmes, le savent qu'il n'y aura jamais d'augmentation ou d'amélioration, je veux dire, du pouvoir d'achat en Algérie. Bien sûr, nous vivons en Algérie, je vis en Algérie, je fais mon marché en Algérie. Eh ben, j'ai du mal à trouver du lait comme je veux, parce que le lait, c'est un produit de première nécessité. C'est pour les enfants surtout, les familles qui ont des enfants. Et je vous jure qu'il y a des familles qui ne vivent que du lait. Ils ne peuvent pas se permettre un repas complet, ni à midi, ni le soir d'ailleurs. Donc, ils cherchent ce produit qui les dépanne. Si j'ose dire, il va prendre un verre de lait avec un petit bout de pain. Actuellement, bien sûr, la baguette à 15 dinars dans certaines régions. Mais en tout cas, là où c'est 10 dinars, il joue sur le poids. Moi-même, je l'achète à 10 dinars. Des fois, je ne trouve pas le poids recommandé. Donc, je veux dire là, avec toutes les crises aussi, qui reviennent, malheureusement, qui reviennent parce que nous ne tirons jamais de leçons.
de ce que nous avons vécu, ceux qui nous gouvernent refusent de nous écouter. C'est comme si ils nous prennent des mineurs à vie, alors que la solution, elle est là. Quand on revit la même crise d'huile à chaque fois, à la télé algérienne, on nous montre que les usines ont doublé leur production, mais malheureusement, nous avons du mal à trouver un bidon d'huile pour cuisiner. Mais moi, en tant que secrétaire général des syndicats de l'éducation, ce qui me chagrine le plus à mon âge, c'est de parler quotidiennement du manque d'huile, du manque de sucre, de lait et d'autres choses, au lieu de parler d'une école publique de qualité. C'est ce qui me chagrine. Oui, c'est ça, c'est qu'à vous écouter... À vous écouter, Boualem Amoura, c'est très douloureux parce qu'on a l'impression totalement d'être dans un autre pays. Hein. On a l'impression d'être dans un pays en voie de développement, notamment malheureusement en Afrique subsaharienne où encore la famine sévit énormément, où il y a énormément des problèmes économiques, etc. Mais on parle du plus grand pays d'Afrique, ses richesses, qui est l'Algérie, à quelques centaines de kilomètres de l'Occident. À vous écouter, on a l'impression que les Algériens et les Algériennes vivent totalement dans un autre monde comparé à ce magnifique pays que nous aimons tant. Vous pouvez réagir là-dessus. Et puis, encore une fois, on a cette sortie des hauts responsables, des ministres, d'un président de la République qui a tout de même annoncé il y a 8 jours d'un décollage économique. Plus personne ne maîtrise rien lorsqu'un ministre, un président du Conseil de la Nation, hein, qui a lui-même demandé une enquête. Ils sont où ces hommes politiques tout au long de l'année, dans leur économie, dans la gestion des dossiers, dans la politique? Ils sont totalement perdus au point de mener une enquête pour savoir où est l'huile. C'est ce que je viens de dire, ce qui me chagrine le plus. Au lieu de penser à autre chose, de construire, comment dirais-je, de construire des logements bien faits, bien sûr, pas avec, comment dirais-je, pas avec des trafics, bien sûr. Au lieu d'aller de l'avant, d'aller vers une école de qualité, d'aller vers la technologie, on est là à faire des enquêtes sur l'huile. Pourquoi? Parce que pour eux, ils font dans la diversion. Ce que tu viens de dire là, oui, en Algérie, il y a 2 classes. Il y a une classe très riche et qui s'enrichit encore plus. Il y a une classe très pauvre. Et bien sûr, la majorité du peuple algérien, des familles algériennes sont pauvres. Quand vous avez presque 3 millions de retraités qui touchent une retraite au maximum de moins de 25 000 dinars, donc là, on se dit que nous ne vivons pas dans la prospérité en Algérie. Alors que c'est un grand pays, alors qu'elle a des hommes et des femmes, ça existe au sein même du gouvernement. C'est-à-dire ceux qui gèrent les institutions, c'est pas ceux qui sont devant, qui se mettent devant l'écran, mais sinon il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui sont là à faire leur travail. Malheureusement, la décision politique ne revient pas. La légitimité, ils n'ont pas une certaine légitimité, ces gens-là aussi, qui viennent nous dire à chaque fois des choses. Je vais parler de bêtises, parce que quand on dit on interdit la vente d'huile pour des enfants de moins de 18 ans, si j'ose dire, qui ne sont pas majeurs, ils font du trafic avec, mais si un enfant mineur fait du trafic, que dira-t-on alors des adultes? Mais le trafic, c'est les adultes qui le font. Où sont toutes les instances, les organisations de contrôle de l'État? Il y a eu plusieurs enquêtes, mais malheureusement, elles n'ont jamais abouti. Moi, j'ai affaire à faire à une enquête. Je déclare, je donne des photos, je donne toutes les preuves. Malheureusement, toutes ces enquêtes-là, elles sont jetées dans des tiroirs, pour ne pas dire dans les poubelles. C'est le monde de l'impunité. Mais pourquoi qu'en 2022, l'Algérie vit ce problème-là, alors qu'elle possède des richesses? Nous ne pouvons pas dire que l'Algérie est pauvre. Nous n'avons pas encore exploité toutes nos richesses. Et quand je parle ainsi, je ne veux pas dire que
nous devons les exploiter et les bouffer, manger ces richesses. Il faut les utiliser pour, bien sûr, tirer l'Algérie vers le haut, aller vers une économie. D'ailleurs, nous n'avons pas de ministre de l'économie, nous avons un ministre des Finances. Nous avons le pétrole, on compte les pieds. Avant de... Boualem Amoura, avant de donner la parole, justement, parce qu'avec vous, c'est bien de poser malheureusement le cadre, puisque vous êtes le plus concerné, vous êtes en Algérie, et merci de votre présence. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un étonnement général qui revient auprès des hommes et des femmes politiques, même si malheureusement on n'entend pas beaucoup de femmes, et il n'y en a pas beaucoup en Algérie, en tout cas au niveau des hautes instances, hein, du pouvoir. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème de pénurie de produits alimentaires, et puis peut-être que demain ça sera des pénuries de trombones par exemple, on a l'impression que le pouvoir sort des nues, se pose des questions, mais que se passe-t-il alors que ça peut être des choses qui s'anticipent? Peut-être que ce sont des problèmes d'exportation aujourd'hui, il y a cette économie informelle notamment. Est-ce qu'on peut supputer qu'il y a tout de même que ce pouvoir est au courant des problématiques? Ou alors à chaque fois il sort des nues et puis il arrive en disant mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il n'y a plus d'huile en Algérie. Où il est réellement? Où sont-ils tout au long de l'année depuis? Ils sont au courant de tout. Heureusement, il n'y a pas, comment dirais-je, cette norme de traçabilité. Quand une usine fabrique une certaine quantité, nous ne savons pas où elle va cette quantité. D'ailleurs, vous parlez de l'informel, il y a plus de 4 millions d'Algériens qui travaillent dans l'informel depuis maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. On n'a même pas essayé de revoir ce système-là. Parce que l'économie algérienne qui est basée sur la rente pétrolière, elle a un petit peu, comment dirais-je, elle a ignoré la fiscalité algérienne. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a une très grande évasion fiscale. Je suis syndicaliste, je sais que le fonctionnaire paie, d'abord, c'est le seul qui paie les impôts, parce qu'ils sont, bien sûr, retirés à la source. Ces jours-ci, on nous parle, bien sûr, de réduire l'IRG, l'impôt sur le revenu global. Malheureusement, c'est de la poudre aux yeux. Mais c'est quoi, maximum 4 000 dinars. Hein. Il va recevoir un fonctionnaire qui a 33 ans de service comme moi, il va recevoir 4 000 dinars. Mais c'est quoi 4 000 dinars? Cet argent-là est vite absorbé par l'inflation. L'inflation, c'est pas moi qui le dis. La semaine passée, c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie qui le reconnaît, que nous sommes à 9%. Donc, il y a un problème de loi, de réglementation dans ce pays. Il faut revoir aussi la légitimité de ce pouvoir qui doit intervenir à tout moment. Parce que quand on interdit de vendre de l'huile à un enfant de 12, 13, 14 ans, un mineur, mais entre-temps, je vis en Algérie, je vois des choses qui sont interdites, qui sont, bien sûr, vendues. Non, mais ça, rapidement, ensuite, on va donner la parole aux autres invités. Mais quand il y a une telle annonce, réellement, c'est une bonne solution? C'est une question vraiment sans aucune spéculation? Est-ce que c'est vraiment ça la cause que il y ait vraiment des enfants, on a tous là vu des enfants aller chercher 2-3 courses? Est-ce que c'est vraiment la raison, ou c'est pour faire diversion ou dire aux Algériens on trouve des solutions, vous inquiétez pas, on règle les choses? Selon vous, c'est vraiment ça le problème? Le trafic des mineurs? Le ridicule ne tue pas. Il n'est pas ce ministre à sa première bévue. Il avait déclaré dès son installation qu'il va régler le problème du lait, du sachet, du lait, dans une semaine. On a un délai d'une semaine. Malheureusement, il est maintenant depuis 2 ans. Il n'a pas réussi à le faire. Comment dirait, essuyer le couteau sur les enfants des mineurs par rapport à lui, ça ne passe pas. Mais ils doivent trouver autre chose. Ils sont payés pour trouver des solutions. Sinon, qu'ils partent. C'est tout. C'est ce que nous leur demandons, parce qu'il y a des hommes et des femmes en Algérie qui peuvent gérer comme il faut ce pays.
Restez avec nous, Boualem Amoura. Alors, avant de donner la parole et d'accueillir une nouvelle fois Ali Hadjoudi et Assia Guéchoud, et je vous rappelle qu'un peu plus tard, on accueillera Kamel Adili, qui est cadre du RCD, qui reviendra sur encore une fois, sur cette annonce du ministre de l'Intérieur pour faire bloc et demander au RCD de cesser toute activité politique. On va écouter maintenant donc le ministre qui nous dit qu'en 2022, vous allez voir que l'Algérie sera le premier exportateur, notamment en termes d'huile. Alors faut-il aussi qu'il y ait des acheteurs, parce que j'imagine des acheteurs venus du monde entier en disant ce pays-là n'est pas capable de gérer de l'huile pour ses compatriotes. Est-ce que réellement ils pourront nous approvisionner? C'est une question que je pense que monsieur le ministre, s'est posée. ماتير بريمير بالنسبه للبرودوي فيني ان شاء الله 2022 مع سنه صناعيه سنه اقتصاديه واستلام هذه المشاريع سنصبح بلد رقم 1 في افريقيا لتصدير الماده الخام للزيت ان شاء الله. Voilà, vous l'avez entendu, de ses propres mots, sa propre voix. Donc une question qui se pose d'abord, comment est-ce possible? Et puis supposons qu'il faut aussi prouver au monde entier que lorsque je paye, on va m'approvisionner sans problème. Et puis là, aussi rapidement, puisque ce sont des courtes interventions, les mineurs. نظرا لهذه الظاهرة يعني استعمال الأطفال مع الأسف الشديد في المضاربة فضلنا أن نمنع الأطفال من شراء هذه المادة. متى ستكون هذه التعليمات سريعة المفعول؟ سريعة المفعول ماشي عندها من البارح بدات. Assia Guéchoud est avec nous, hirakiste, militante pour les droits de l'homme. Assia Guéchoud, vous avez entendu le tableau malheureusement assez noir, même si vous êtes au courant, vous êtes en contact du matin au soir avec vos frères et sœurs en Algérie. Malheureusement, quand on entend ça, ça fait froid dans le dos, on appréhende malheureusement le pire. Et puis là, vous pouvez aussi réagir sur les sorties du ministre, meilleur exportateur en 2022, et puis malheureusement les mineurs. Ah ben il a fermé le domino, il a fait un double 6 et il a fermé le domino, c'est ça. Il a trouvé la solution au problème. Non mais trêve de plaisanterie, en fait le premier exportateur, le premier fabricant d'huile en Algérie, nous savons qui c'est Monsieur Rabrab. N'ayons pas peur de le dire, c'est l'huile Ilio. Ils sont capables de discuter avec M. Rabrab pour décider que ce sera ce produit qui sera le premier produit exporté à l'étranger. Ils peuvent aussi discuter avec lui pour voir quelles sont les causes de ces pénuries et quelle est la stratégie commerciale qui a été mise en place, notamment pour qu'il y ait une véritable inflation. Donc moi je ne suis pas économiste, Chaban, tu le sais bien, et je ne vais pas m'hasarder à faire des analyses économiques avec prétention. Mais simplement... Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant avec des personnalités comme vous, c'est que sans être économiste, ça relève de la folie que toutes les 2 semaines, l'Algérie est confrontée à des pénuries en 2022, sachant que les autres pénuries, on en parle un peu moins, mais elles continuent à persister. Boualem Amoura qui nous disait que c'est difficile de trouver une pochette de lait. Et puis je vous pose cette question, sans être économiste, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un souci d'une telle ampleur, une pénurie de produits, en 2022 en Algérie, ça devrait pas générer des incidents diplomatiques et des enquêtes, logiquement. Il est où est ce ministre, où est ce président qui annonce un décollage économique, le président du Conseil de la Nation, le chef d'état-major qui remettait en cause les Algériens et les Algériennes notamment, qui engendraient un trafic de pénurie, etc. Où il est aussi où sont ces responsables? Alors, vous. Je vais continuer sur le même ton de la plaisanterie, mais aujourd'hui, Chaban, j'ai pensé en fait au Tuche. Tu dois connaître Bernard Tuche. C'est un film du cinéma français un petit peu beauf, entre guillemets, c'est un petit peu français moyen. Mais à un moment donné, donc ils ont gagné au loto et il s'est présenté aux présidentielles françaises
Et il a gagné les présidentielles, il a été président, il a pris énormément de décisions complètement farfelues. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est Bernard Tuche qui est président en Algérie. Pour te dire, toi, tu dois connaître Chaben, peut-être que les téléspectateurs voient de quoi je parle. Mais très sincèrement, il y a énormément d'incohérences, c'est clair. Bon, quand j'ai vu justement la réponse qui a été faite à la Banque mondiale, qui a fait un rapport très juste, très très juste de la situation en Algérie. Ce n'est pas la pire au monde, mais c'est une situation très critique. Ce rapport, justement, il reprend vraiment tout ce qui ne va pas et donne des conseils pour que ça aille mieux. Donc, et quand on voit la réponse qu'il y a eu de l'APS et de certains médias face à ce rapport, on se dit, mais très sincèrement, c'est un gag et ce n'est pas possible. Et c'est ce qui me conforte encore plus dans mon combat, c'est que je me dis, je ne peux pas accepter, et mes concitoyens, mes frères, enfin, ceux qui écoutent, ne peuvent pas accepter qu'on soit dirigé par des pieds nickelés de cette manière-là. Ce n'est pas possible, on ne peut pas admettre ça. Par fierté déjà, le fait d'être algérien, et pour notre pays, pour notre nation, pour notre histoire. On ne peut pas accepter d'être dirigé par des incompétents pareils. Le sachet de lait, vous parliez du lait, mais le lait aujourd'hui en Algérie, on ne parle pas de Candia, on ne parle pas du lait qui est inaccessible aux bourses de l'Algérien moyen, on parle du lait en poudre mélangé avec de l'eau dans des sachets plastiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une vache qui a produit ce lait, alors que nous avons des terres agricoles, nous avons la possibilité justement d'avoir du bétail, d'avoir suffisamment de lait. Pourquoi cette production n'est pas encouragée? Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu qu'on se pose la question, et aujourd'hui, en fait, ça nous démontre clairement qu'à la tête de notre pays, il y a une réelle incompétence. Je ne sais pas comment a été fait ce casting, mais c'est de pire en pire. Mais est-ce que c'est une réelle incompétence, parce qu'on connaît aussi le parcours de certains? On peut effectivement spéculer, propre à chacun, critiquer positivement ou négativement, mais ce sont des hauts responsables tout de même qui sont là, qui ont une réelle expérience. Alors est-ce que c'est de l'incompétence et du non-savoir-faire, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est peut-être un pays et des responsables politiques qui se contrefichent de son peuple, puisqu'à chaque fois on a quand même comme ça des choses qui reviennent. Abdelmajid Tebboune qui avait annoncé que l'abstention c'était pas un problème. Je rappelle que le ministre du Commerce, et on attend le Ramadan avec impatience, où il avait annoncé quelques jours avant le Ramadan que cette année la situation serait clémente et positive et qu'il n'y aurait pas de pénurie ni augmentation. Donc c'est de l'incompétence et du non-savoir-faire, ou est-ce qu'à un moment donné c'est des hauts responsables politiques qui se disent bon bah nous le peuple il se dépatouille comme il veut, il se débrouille, carottes, tomates, navets, enfin ils verront ce qu'il y a sur les étalages? Ben, c'est les deux à la fois. C'est non seulement l'incompétence, mais aussi l'insouciance et le fait de ne pas prendre au sérieux la problématique de tous les Algériens. On voit bien que les centaines de haragas qui sont partis en Méditerranée, qui arrivent sur les côtes européennes, et tous ceux qui sont morts en mer, ça ne préoccupe absolument pas ce régime. Pourtant, aujourd'hui, nul n'ignore ce qui est en train de se passer en Méditerranée. Ça ne les préoccupe pas. Ils voient bien qu'aujourd'hui, c'est invivable pour les citoyens algériens. C'est invivable en Algérie. Et nous qui sommes, c'est vrai, nous vivons en Europe, donc nous avons un regard différent, nous avons une valeur de comparaison qui n'est pas la même, mais nous sommes outrés par ce qui se passe. Et quand je parle d'incompétence, je mesure mes mots, parce que je pense qu'il y a un réel problème de casting. Déjà, premièrement, peu de personnes aujourd'hui se sont risquées à répondre présentes lors de cet appel de casting, justement, et il y a véritablement une incompétence. Quand j'entends le ministre du Commerce qui parle de fermer le domino en mettant des codes-barres sur les dates pour limiter l'exportation, etc. Enfin, ça date il y a plusieurs mois, mais aujourd'hui, les solutions d'interdire aux mineurs d'acheter de l'huile. Mais où on a vu ça? En quoi le fait d'interdire aux mineurs d'acheter de l'huile va résoudre le problème de la pénurie? Mis à part le fait que les parents maintenant vont devoir se déplacer pour aller faire la chaîne, parce qu'habituellement ce sont les enfants qui... Enfin moi-même quand j'étais en Algérie, quand j'étais enfant, c'est moi qui allais faire la chaîne pour ma grand-mère ou mes parents.
Donc, mis à part le pour fait aller chercher de l'eau, malheureusement, souvent. Restez avec nous. Pour aller chercher du pain, pour quoi que ce soit, nous allions faire la chaîne. Et à tour de rôle, les enfants se relayaient. Donc aujourd'hui, mis à part le fait que les adultes vont aller faire la chaîne eux-mêmes pour acheter de l'huile, je ne vois pas en quoi ça va résoudre le problème. Oui, surtout Kassia Geshout, je rappelle que vous êtes toute jeune et vous avez l'expérience, mais vous êtes encore jeune. Mais cette période date aussi et c'est vrai que ça continue encore aujourd'hui. Ali Hadjoudi, président de Riposte Internationale, vous allez avoir le temps de vous exprimer, aussi d'apporter vos analyses. Rebonsoir Ali Hadjoudi. Écoutez, je ne vais pas revenir un peu sur tout ce que j'ai dit. Vous avez vu un peu les questions. Où sont les hautes instances? À chaque fois, effectivement, ils tombent des nues. Des mineurs qui, soi-disant, seraient dans le trafic d'huile et puis seraient responsables. Voilà, je vous laisse réagir là-dessus. Et en deuxième partie, on viendra sur notamment les détenus et le RCD. Oui, merci. Bonsoir, rebonsoir de nouveau aux téléspectateurs et aux invités. Juste pour rappeler quelque chose, que je me souviens des années 86, 87, 88. Les pénuries, les longues chaînes devant les souq al-fellah et les galeries. Le problème, la catastrophe, c'est qu'un quart de siècle après, on se retrouve dans la même position, dans la même situation, pénurie des produits de première nécessité, pénurie de sucre, de café, de l'huile. C'est une honte. Et quand on voit notre gouvernement, le gouvernement algérien, qui n'est pas stérile, qui produit tout de même des idées nouvelles, c'est-à-dire interdire la vente de l'huile. Mais alors, c'est phénoménal. Ce ministre guignol qui restera dans les annales, dans l'histoire, mais jamais vu un guignol, un idiot comme ce ministre qui invente des choses, qui ment et qui parle mal et qui est toujours sur place, à son poste. Eh bien, nous sommes devenus la risée du monde, pas seulement de l'Afrique, contre un pays qui est en pleine crise, une crise politique, sociale, économique, et qui prétend régler la crise politique dont il se retrouve. Le problème, c'est qu'il n'arrive même pas à régler le problème de l'huile, du lait et de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui tourne autour du pot depuis 2 années et il n'a pas réussi à régler un seul problème? Justement, Ali Hadjoudi, je vous laisse poursuivre pour essayer de crever un peu l'abcès, puisque le but c'est de comprendre un peu ce qui se passe. J'imagine les Algériens et les Algériennes, notamment la jeunesse, peut-être que ceux qui ont de l'expérience et une culture aussi politique, démocratique le comprennent, mais cette jeunesse, et puis j'imagine les Occidentaux, ceux qui ne sont pas d'origine algérienne, qui regardent cette émission, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire oui, en Algérie, le plus grand pays d'Afrique, il y a toutes ces richesses, il y a tout de même, il y a des talents, les meilleurs professionnels de certains secteurs s'expatrient, les étudiants viennent créer des richesses en Occident. Qu'est-ce qu'on peut dire à monsieur et madame tout le monde pour leur justifier qu'aujourd'hui en Algérie, il n'y a pas de lait, le pain, les produits augmentent comme ça, tout va selon vous qui êtes politique, analyse politique qui vous intéressait depuis plusieurs décennies à ce pays. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour expliquer cette situation hors norme? Et puis encore une fois, on nous annonce d'être le meilleur exportateur et puis alors maintenant on met aussi les mineurs dans le lot de ces responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut dire comme justification? En toute sincérité, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons des responsables médiocres, idiots, des responsables qui ont massacré un pays, qui ont détourné les richesses de ce pays, ce pays continent qui peut nourrir toute l'Afrique du Nord, non seulement le peuple algérien, mais le peuple du Maghreb, de l'Afrique du Nord, ce n'est pas toute l'Afrique.
Malheureusement, il n'y a aucune vision, aucune stratégie, aucune planification, aucune étude à l'avenir, c'est pour l'avenir de ce peuple, de cette population. Ce qui les intéresse, c'est de détourner les richesses. D'ailleurs, c'est un comportement de colons. C'est des colonisateurs qui s'accaparent toutes les richesses, qui détournent tous les biens des Algériens. Tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe selon vous? Qu'est-ce qui se passe, j'imagine, Monsieur le ministre du Commerce, qui arrive comme ça dans un petit bain de foule? Alors aussi, on peut rappeler qu'il y a un gros problème de confiance, de légitimité. On a vu que ce chef de l'État, ce président de la République ne peut pas se permettre un bain de foule, mais on peut imaginer ce ministre rentrer chez lui en disant, voilà, j'ai annoncé ceci aux Algériens et aux Algériennes, mais il le sait. Alors vous parlez effectivement de responsables médiocres, parfois d'incompétence, mais ça dépend. L'incompétence, elle a ses limites. Est-ce que ça, est-ce que c'est pas volontaire? Est-ce que c'est pas guidé? Est-ce que c'est pas prémédité à chaque fois? Absolument, je te remercie, Chavan. Si on croit que c'est pas étudié, que c'est dû à l'idiotie, uniquement à l'idiotie de cet idiot de ministre, c'est qu'on est naïf. C'est que le pouvoir ne veut pas voir le peuple algérien épanoui, à l'aise. Il peut réfléchir pour revendiquer encore plus. Donc il faut à chaque fois créer des problèmes, des pénuries, des soucis. Une fois, c'est qu'ils ne peuvent pas retirer l'argent, les salariés ne peuvent pas retirer leur salaire dans les bureaux de poste. Une fois, c'est l'huile, une fois, c'est le gasoil, une fois, c'est le sucre, une fois, c'est le café, une fois, c'est les médicaments. Et à chaque fois, il y a une nouvelle histoire pour occuper le peuple algérien, à courir derrière la nourriture, les produits de première nécessité, pour ne pas lui donner le temps de réfléchir. Il ne faut pas qu'il ait le confort comme tous les peuples, mais il faut l'humilier. Tout le temps le pousser à courir derrière des choses secondaires pour oublier la chose la plus fondamentale, qui est la liberté, qui est le confort, et qui est, malheureusement, c'est la stratégie du pouvoir depuis plus de 30 années, depuis plus de 30 ans. Ça fait un quart de siècle que les Algériens font des chaînes, la queue, devant Souk el-Fellah, les grandes surfaces, pour avoir un sac de lait. Malheureusement, l'Algérie, c'est le dernier pays à l'échelle mondiale où le lait se vend dans des sacs. C'est une pire humiliation pour le peuple algérien. Et ça dure, et ça dure longtemps. Oui, Chaban. Restez avec nous, Ali Hadjoudi, président de Riposte International. Je vais revenir à vous, Boualem Amoura. Vous êtes syndicaliste, vous avez aussi quelque part une responsabilité que vous menez, que vous tentez de mener. On sait très bien que dans certains pays, les syndicats se réunissent, manifestent, font aussi pression à un moment donné. Est-ce que vous avez, alors je ne doute pas du vouloir faire et des compétences et du militantisme et de l'engagement, notamment du SATEF, entre autres, puisqu'il y a d'autres syndicats. Quel est réellement votre pouvoir de pression? On sait qu'on va y revenir dans quelques instants. Les partis politiques sont amenés à cesser leur activité. C'est une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, vous, de mobiliser? Et puis, deuxième question, que faire maintenant? On est le 8 janvier. Que faire dans les semaines à venir pour essayer de faire en sorte que, tant bien que mal, les Algériens et les Algériennes retrouvent un quotidien plus ou moins apaisé, en termes notamment de consommation? Merci. En ce qui concerne le syndicalisme en Algérie, il n'est pas loin de l'image de la politique. Quand on interdit aux partis politiques de faire de la politique, alors sinon qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer justement leur siège
en supérette ou pour vendre de l'huile. Non, il n'y a pas de démocratie sans parti politique, malgré que moi, je n'adhère à aucun parti politique depuis bien longtemps maintenant. C'est un choix, mais nous avons tous fait une expérience. Donc là, je me consacre depuis maintenant plus de 30 ans au syndicalisme, mais vous le savez, il faut savoir que moi, j'appartiens à un secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, là, je ne sais pas si vous avez ce chiffre, mais nous avons 29 syndicats, rien que dans le secteur de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils ont pollué depuis juin 2019, ils ont pollué le monde syndical en Algérie. Il y a eu création de beaucoup de syndicats corporatistes, des gens qui étaient avec nous, des incompétents, des médiocres, que nous avons exclus. Aujourd'hui, je le retrouve comme président de syndicat. Là, c'est fait exprès aussi, c'est pour détourner le mouvement syndical, parce que demain, vous allez bouger ou revendiquer. C'est ce que nous faisons jusqu'à présent, nous le faisons dans des wilayas, et bientôt peut-être au niveau national. Mais à chaque fois, ils vous disent que vous êtes sur le même pied d'égalité, ils ont leur agrément, parce qu'on parle d'agrément. On a eu affaire l'année passée. On n'a oublié que le mois d'avril passé, nous avons essayé, nous avons fait des actions, au mois de mai aussi, mais malheureusement, la réalité, elle est là. Il y a beaucoup de clans, même dans le syndicalisme. Nous étions à une alliance de 14 syndicats, mais à la veille de notre sit-in devant l'annexe du ministère, il y a beaucoup de syndicats qui sont retirés. Donc, ils sont désistés à la dernière minute en disant qu'il y aura une sortie de crise et tout. Mais maintenant, après 8 mois, on n'a rien vu. Eux-mêmes savent. Mais est-ce que par exemple, vous êtes reçu au palais pour discuter, négocier, comme ça se fait? Alors les comparaisons, c'est toujours un peu compliqué, mais un syndicat, son rôle est généralement le même, peu importe le pays. Est-ce que vous êtes reçu sur une situation comme celle-là? J'imagine dans un pays d'Europe où les syndicats vont être reçus, il y aurait toute une réelle mobilisation de part et d'autre. Est-ce que vous sollicitez notamment le ministre, par exemple, après de telles sorties? Vous sollicitez le président qui nous annonce un décollage? Est-ce que vous êtes entendu, vous êtes reçu? Ou est-ce que vous luttez les mains nues? Écoutez, en tant que représentant des travailleurs, donc nous devons nous mettre autour d'une table avec le ministre de l'Éducation, parce que le ministre du Commerce, nous n'avons pas, comment dirais-je, le statut de parler avec lui, parce que nous n'appartenons pas à ce secteur. Mais sinon, dans la presse, nous avons interpellé plusieurs fois le président. Et d'ailleurs, moi, je ne vous cache pas que après les interventions du SATEP, et je vais vous donner tout de suite des exemples, le président essaye de corriger un petit peu. Là, je vous donne un exemple. Alors que le Premier ministre parlait de revoir le point indiciaire au deuxième semestre de 2022, le SATEP a, le soir même, fait une déclaration en refusant cette option-là, cette proposition. Nous avons dit qu'il y a urgence et qu'il faut tout de suite améliorer le pouvoir d'achat. Nous ne pouvons pas attendre le deuxième semestre. Et bien sûr, on allait bien sûr organiser une réunion de la CSA, la Confédération des syndicats algériens, qui n'est pas jusqu'à aujourd'hui, depuis novembre 2018, qui n'est pas jusqu'à présent agréé. Donc, et puis la semaine passée, on entend par enchantement le président dire qu'il faut revoir ce point indiciaire au mois d'avril. Donc maintenant, je pense qu'ils nous lisent dans la presse, on s'échange à travers la presse. C'est notre rôle bien sûr de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Par exemple, est-ce que Abdelmadjid Tebboune, on peut imaginer encore une fois, j'aime pas trop les comparaisons, mais on peut imaginer qu'il est en place maintenant depuis le 12-12-2019, si je me trompe pas. Est-ce qu'il vous a reçu, comme il aurait pu, comme un autre chef d'État pourrait recevoir des responsables de partis, des syndicalistes, des enseignants? Est-ce que vous avez été reçu? Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce qu'en Algérie, c'est possible d'être reçu
par un ministre et un chef de l'État. Est-ce que c'est déjà arrivé dans les dernières semaines, par exemple? Non, en tout cas, jamais. Par un président, jamais depuis, bien sûr, même le siècle dernier. Parce que pour eux, il y a ce qu'on appelle le syndicat maison, du GTA. Il y a la tripartite à chaque fois. Ils font un semblant de réunion, et sans oublier, parce que c'est un syndicat maison, sans oublier, pour justement rappeler aux téléspectateurs que la suppression de la loi sans condition d'âge anticipée, c'est sur proposition de l'UJTA, durant la tripartite tenue le mois de juin 2016 à Annaba. Donc ils ont leur confédération, le syndicat maison, ils ne reçoivent pas. Nous traitons, si j'ose dire, nous échangeons à travers la presse. Moi, je sais qu'ils lisent la presse. Ils nous le disent. Lui-même a déclaré ce que déclare le SATEF, parce que c'est la réalité. Pour les écoles primaires, par exemple, là, il manque de cantines scolaires. Il le reconnaît devant tous les walis. Le transport scolaire, par exemple. Donc, c'est difficile tout de même. Oui, Restez avec nous, c'est difficile tout de même de négocier à travers la presse. Peut-être, Assia Guéchou, d'une réaction un peu sur cette thématique de crise sociale sur le quotidien, même si on va aborder dans quelques instants la deuxième partie, cette séquence des arrestations, et on va revenir sur l'actualité qui regroupe vraiment les arrestations et la répression en général, qui est cette annonce du RCD. Une réaction peut-être sur cette situation, avec tout ce que vous avez entendu, notamment depuis tout à l'heure? Oui, alors j'ai entendu ce qui se disait sur les partis politiques. Pour moi, le fait que les partis maintenant rentrent en clandestinité, c'est plutôt gage de confiance, parce qu'on sait très bien que les partis politiques qui sont tolérés par le pouvoir, forcément ils sont infiltrés, et on sait que la police politique se trouve partout. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a un policier par 10 habitants, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant de policiers que d'habitants, hein. Tout est surveillé, tout est verrouillé, donc en révolution, il faut de la clandestinité, et je suis ravie que les partis politiques finalement rejoignent la révolution, parce que jusqu'à maintenant, ils pensaient peut-être pouvoir négocier ou discuter avec ce régime, et ils voient bien que c'est une impasse, qu'il n'y a absolument rien à faire. Donc il est temps de rejoindre la révolution. Et tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, ça dénote ce que j'appelle la médiocratie, hein. C'est vraiment une culture nouvelle, hein, de cette Algérie nouvelle justement, hein. La médiocrité est devenue culture pour ce régime. Voilà ce que je peux dire là-dessus, Chaban. Voilà, et moi, de toute façon, on parlera des droits de l'homme et du retour du Hirak dans la rue, c'est ce qui m'intéresse. Exactement. La médiocratie, qui a été une thématique qui a été abordée il y a jeudi soir avec mon confrère Jamaldine Benchenouf. C'est une émission que je vous invite vraiment à retrouver, hein, sur notamment la page YouTube. Alia Djoudi, c'est à vous donc. Pareil, une réaction. On va voir dans quelques instants, notamment en loupe, en images d'illustration, de très belles images de cette révolution, de ce Hirak qui continue d'une autre manière quelque part, mais c'est vrai que quand on est confronté à son quotidien, c'est pas facile non plus de tenter de sortir avec ces arrestations aussi. Que la solution maintenant, d'abord vous pouvez réagir, hein, sur ce que vous avez entendu, si vous avez des éléments à nous apporter, et puis la solution aussi sur cette crise, c'est de reprendre, que les Algériens et les Algériennes reprennent de force leur mobilisation. Écoute, le pouvoir ferme toutes les voies de négociation, d'échange avec le peuple, avec la société civile. Notre ami a bien décrit la situation. Quand on ne peut pas s'adresser à sa tutelle, à l'administration, au ministère de l'Éducation en tant que syndicaliste agréé, reconnu. Et on s'adresse à sa tutelle par biais de la presse. Et quelle presse? Donc ça sous-entend que le pouvoir ne veut pas justement d'interlocuteurs, ne veut pas écouter ses interlocuteurs, et il ne veut pas céder ni répondre
favorablement aux doléances des travailleurs, des salariés. Vous savez, a dit que le pouvoir choisit ses alliés, mais aussi il choisit ses opposants. Eh bien, c'est le cas du pouvoir qui a choisi et ses alliés et son opposition. Et il est hostile à tout ce qui échappe à son contrôle. Le pouvoir est hostile à tout ce qui échappe à son contrôle. Soit il le casse, il le brise, ou il lui crée une structure parallèle. C'est ce qui se passe avec tous les partis politiques, c'est ce qui se passe avec les syndicats, c'est ce qui se passe avec les associations. Le problème, c'est que le pouvoir n'a aucune disponibilité, ni réelle, ni psychologique, pour justement essayer d'affronter des problèmes dans la réalité, d'écouter le peuple ou les causes intermédiaires. Donc, ce n'est pas du tout dans sa culture. Dans sa culture, il y a la violence, c'est une caserne, il y a le général qui ordonne, après les subordonnés qui exécutent. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans une période, dans un temps où la donne a changé, la vie a évolué, même l'humanité a beaucoup avancé, mais il se trouve qu'en 2022, le pouvoir archaïque réfléchit encore avec les mentalités, les reflets des années 60. Ce qui ne fera jamais l'affaire de ce pouvoir. Aussi, il faut dire que ce que le Hirak n'a pas réussi encore à imposer, parce que le Hirak, encore une fois, ce n'est pas uniquement un soulèvement, c'est une idée. Le Hirak, c'est un projet. Eh bien, peut-être le Hirak est en panne d'action sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain de l'exhibitionnisme. Mais le Hirak est une réalité dans l'esprit de tout le peuple, de toute la classe politique, de toutes les associations, de toute la société civile, de tous les syndicats. Je parle du syndicat Boualem Amourla. Je suis fier d'appartenir pendant des années à ce SATEF, présidé par Boualem Amoura, et de mener un combat donc, avec mes collègues. Donc je salue les syndicalistes, je salue le corps enseignant, je salue tous les travailleurs qui luttent pour améliorer leur quotidien. Je dis que ce que le Hirak n'a pas encore réussi à réaliser, eh bien, c'est les luttes sociales. C'est les luttes sociales parce que, vous savez, on peut empêcher les gens de s'exprimer à un moment, d'agir comme ils le souhaitent à un moment, mais empêcher une famille de se nourrir, empêcher un père d'assurer un minimum de subvenir aux besoins de sa famille, eh bien, le pouvoir a signé son arrêt de mort et le peuple va se révolter. Tôt ou tard, eh bien, la révolution sociale, le soulèvement social va prendre le dessus et il va être fusionné avec l'esprit de ce Hirak et de ce soulèvement populaire. Restez. Merci Ali Adjoudi. Je reviendrai vers vous pour une dernière intervention. Kamel Adili est avec nous. Bonsoir Monsieur Adili, membre du Conseil national du RCD, cadre du RCD. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, très bien. Merci pour votre... Merci infiniment. Bonsoir, bienvenue. Je sais que vous êtes très pris ces dernières heures. Bonsoir. Bonsoir à tous, tous vos invités.
Merci. Je pense qu'il y a un petit décalage. Je vais vous donner la parole. Voilà, vous avez été mis en demeure par le ministère de l'Intérieur, ce qu'avait vécu notamment l'UCP. Cessez de faire de la politique. On reproche donc au RCD de continuer à utiliser son siège sans autorisation administrative. On vous reproche notamment le 24 décembre. Un avertissement donc pour cesser ces pratiques. La Ligue algérienne des droits de l'homme réagit. Bien Saïd Salhi a réagi et dénonce une atteinte manifeste aux libertés publiques. Je vais vous demander bien sûr de réagir là-dessus et pour que nos téléspectateurs comprennent. Et est-ce que c'est lié aussi, Kamel Adili, la sortie de Salah Goudjil, qui est président du Conseil de la Nation. Voilà ce qu'il a dit en début de semaine. Il a dénoncé tous les discours, je cite bien sûr, tous les discours tendancieux et dévalorisants qui sont devenus l'apanage de ceux qui vouent une grande inimité envers ce pays et dénonce par ailleurs les visées des partis qui tentent de perturber la démarche entreprise par le président de la République. Est-ce que ce ministre de l'Intérieur réagit notamment après cette sortie ? Mais on vous laisse réagir, bien évidemment, après cette nouvelle sortie face au RCD. Oui. Effectivement, le RCD fait face maintenant à une cabale et une cabale d'attaque, d'intimidation, de campagne de dénigrement. Ça a commencé depuis décembre 2019. Ça veut dire tout juste avant l'élection présidentielle. Donc, le problème maintenant, c'est que le RCD fédère autour de lui des forces démocratiques, une partie de la société politique, sociale, syndicale et civile, alors que la société civile qui n'arrête pas de nous chanter comme une Marseillaise, donc au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve tout autour du RCD et au sein du PAD, donc le pouvoir ne veut plus, et dès qu'il s'agit de réunir les Algériens contre l'arbitraire, c'est la levée de bouclier, c'est la chasse aux sorcières, c'est l'épée de Damoclès. Donc, vous vous souvenez déjà, la cabale qui a été menée contre le président du RCD, Mohsen Belabès. Vous savez, vous connaissez, elle a terminé quand même par une levée de l'immunité parlementaire de M. Mohsen Belabès. M. Atman Mazouz, qui est secrétaire national de la communication, est souvent subi aussi, lui aussi, une cabale juridique. Après, deux tribunaux entre Sidaïch, le tribunal de Sidaïch et celui de Chlef. La même chose pour nos représentants au niveau à l'est comme à l'ouest, le président du bureau régional de Batna, par exemple. Ils croupissent sous les geôles du pouvoir. Donc, le problème ici, c'est qu'on interdit aux partis politiques d'exercer. L'exercice de la politique est devenu un crime chez nos responsables. Jamais nous n'avons atteint un niveau aussi abyssal de déliquescence. Kamel Adili, on a une quinzaine de jours maintenant depuis le 24-26 décembre. On a eu des sorties, on a eu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tebi, on a eu l'ancien président des droits de l'homme en Algérie, j'ai oublié son nom, je sais que Lazari l'a remplacé, ça va me revenir. Ils ont fait des sorties en faveur de l'humanisation des détenus. Ils ont répondu notamment à l'ONU en disant le président de la République a toujours été en faveur des droits de l'homme. L'Algérie est un pays où sa constitution respecte les droits de l'homme, la démocratie.
il y a des sorties dans ce sens-là. Oui, on a le chef d'état-major qui a invité le peuple algérien à s'unir et à soulager l'armée notamment. Il a appelé à la rescousse de l'armée. Enfin, il y a totalement un décalage là. Hein. Oui, effectivement. Pourquoi j'ai utilisé le mot chanter comme une Marseillaise? C'est exactement cela. On vous dit quelque chose, on chante quelque chose et c'est que la réalité est tout autre. Sur le terrain, c'est pratiquement la cabale contre tous les militants démocrates, contre tous les militants des droits de l'homme. Rien que voir les partis politiques qui sont menacés de dissolution. Nous avons un président d'un parti politique qui est en prison, quand même. Ça n'a jamais existé. Et depuis l'ouverture démocratique en Algérie en 1989 à aujourd'hui, nous n'avons pas vécu une aussi intense campagne de dénigrement et d'intimidation contre les acteurs politiques, syndicaux et même des membres de la société civile qui n'obéissent pas à leur feuille de route. Donc, le RCD est un parti. Le RCD, je vous laisse terminer. Le RCD est un parti en place, reconnu maintenant en Algérie, hein, qui fait parmi tant d'autres un travail pour avoir rencontré notamment Mohsen Belabbas depuis à plusieurs reprises. Le pouvoir, les hautes instances, le président de la République a peur des partis politiques. Il est fragilisé à ce point pour mener réellement aujourd'hui des décisions aussi strictes en disant on ferme le RCD, on ferme l'UCP entre autres, on ferme l'UDS. Il est fragilisé à ce point pour qu'un parti politique comme le vôtre, encore une fois, qui doit exister, qui fait un travail énorme, mais il est fragilisé, il a autant peur de ça, pour aller vite un peu dans la question, il a autant peur de vous, Abdelmadjid Tebboune, entre autres, et ses équipes? Oui, effectivement, c'est une peur. Tout simplement parce que ce pouvoir n'a pas pu réussir autre que l'échec. Donc, la réalité est là devant la population, le peuple, et facilement le peuple sait maintenant qui est avec lui et qui est contre lui. Donc, il n'y a que cette cabale d'intimidation, ces attaques. La force, c'est la seule force du pouvoir. C'est d'intimider les gens, c'est d'attaquer les gens, c'est la violence contre les gens. C'est ça la seule force de ce pouvoir. Donc il a peur exactement. Oui, c'est ça, c'est une peur. C'est une peur car si réunion entre les Algériens, entre les démocrates en Algérie, les syndicalistes, la société civile et la société politique, quand elles se réunissent autour d'objectifs réels qui visent réellement à relever le niveau et à proposer des sorties de crise en dehors de leur feuille de route, ça leur fait peur car c'est plus propre, c'est plus net et c'est plus compréhensible de la part des Algériennes et des Algériens. Avant de vous libérer, Kamel Adili, je pense que, je connais la réponse, je pense en connaissant l'engagement du président Belabbas et du RCD, vous allez continuer, je pense, vous n'allez pas fermer les portes en disant on arrête tout? Non, nous avons été de ceux qui ont toujours prôné la résistance, nous résisterons. Nous sommes des légalistes, nous sommes un parti légal, nous sommes des légalistes aussi, mais notre combat, personne ne l'arrêtera dans notre combat, dans notre quête pour la liberté et la démocratie en Algérie. Le RCD ne baissera pas les bras, nous sommes engagés. Merci. C'est moi qui vous remercie, Kamel Adili. Je sais que vous avez un programme aujourd'hui très, très chargé. Vous êtes en pleine réunion, notamment de crise, si je puis me permettre, puisqu'il faut aussi faire face à de telles décisions. Boualem Amoura, vous êtes enseignant, vous êtes citoyen algérien, bien sûr syndicaliste. Une réaction, les syndicats sont aussi des partis, les partis politiques sont aussi des partis. Ce que vient de dire Kamel Adili, c'est vrai qu'il y a un point commun à partir du moment où il y a une réunion, que
une réunion dans la rue avec des millions d'Algériens, mais une réunion aussi dans une salle avec 15 militants ou 3 militants. Ça fait peur aujourd'hui à ce point pour que des telles décisions. Il y aura un blocage à toutes sortes d'initiatives comme celle-ci aujourd'hui en Algérie par le ministre de l'Intérieur. Merci. Bien sûr, je salue mon camarade de classe, Kamel Aidli. On a fait bien sûr le lycée ensemble jusqu'à la terminale. J'avais dit qu'il ne pourrait pas y avoir de démocratie sans parti politique. On ne peut pas parler des droits de l'homme. Bien sûr, nous, le SATEF, nous les avons bien sûr introduits dans nos statuts. Ils ont été acceptés, leurs statuts ont été validés par le ministère du Travail. Donc, nous avons toujours défendu les droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, nous disons que la démocratie ou le mode de vie d'un peuple aussi, il se mesure au niveau de la démocratie, des liberté d'expression dans un pays. Si des gens ne peuvent pas se réunir, s'échanger, et bien sûr, c'est pour essayer de trouver des solutions et d'aller de l'avant. Je disais au début que je suis un petit peu attristé de parler d'huile, du lait, mais la réalité, elle est là. Au lieu de parler d'autre chose, d'aller, par exemple, d'aller vers une réforme radicale de l'enseignement en Algérie, dont le niveau laisse à désirer, de notre université, par exemple, des laboratoires de recherche, du budget alloué aux laboratoires de recherche, à l'université, à l'économie. Mais c'est l'histoire qui se répète. Je vais vous dire une chose. En 1987, j'étais encore étudiant. Donc, il y avait M. Abbir, un éminent professeur qui nous faisait le module d'implémentation en informatique. Eh bien, on lui disait à chaque fois, on discutait avec lui, mais M. Abbir, vous ne faites pas de la recherche et vous ne publiez pas. Lui, il nous répond, si, mais je fais de la recherche. Mais M. Abbir, nous ne voyons pas vos publications. Où est-ce qu'elles sont? Il me dit, écoutez, comme disait notre ami Aline Djoudi, eh bien, il me dit, dès que je sors le matin, je fais la recherche. À l'époque, il y avait une crise de la sauce tomate, du concentré de tomate, et bien sûr même du savon. Donc, il faisait la recherche dans les souks al-Fellah et les galeries, ce qu'on appelait à l'époque les galeries. En 2022, nous sommes encore au même point. Au lieu de parler, d'avoir des pôles universitaires assez, qui ont vraiment de haut niveau, d'une économie qui est... Merci. Donc, merci, Boualem Amoura. Effectivement, en 2022, effectivement, à faire une chaîne en Algérie pour des produits de première nécessité. Assia Guéchoud, c'est à vous. Pareil, ces derniers tours de micro, vous avez 4 petites minutes. Une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Vous militez pour les droits de l'homme. On vous voit régulièrement. On peut peut-être. Est-ce qu'on peut dire que le ministre de l'Intérieur interviendra à tout rassemblement maintenant, comme malheureusement il l'a fait aussi pendant le Hirak au sein des partis? Oui, 4 minutes, ça va être un peu compliqué pour parler des droits de l'homme, surtout que la situation s'aggrave de plus en plus. Aujourd'hui, Chaban, il y a des descentes chez les militants du matin au soir, en pleine nuit. Des perquisitions à répétition, ils font tout pour terroriser tous les hirakistes et même ceux qui ne le sont pas, pour les dissuader de le devenir. Ils confisquent le matériel, même des personnes qui habitent le foyer, l'ordinateur de la petite sœur ou le téléphone du frère ou même, je ne sais pas, la tablette de la maman ou du papa. Donc c'est vraiment catastrophique, Chaban, ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi de telles... Pourquoi, alors j'aurai le plaisir de vous réinviter pour entrer aussi en profondeur, mais pourquoi aujourd'hui, alors effectivement, c'est bien de le rappeler, hein, il y a un tel constat, vous allez sur la page Facebook du CNLD ou de la Ligue algérienne des droits de l'homme, vous allez avoir des éléments qui font droit dans le dos, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train d'entrer dans une réelle dictature en termes d'expression? On a l'impression, c'est une question que je vous pose bien sûr, qu'on ne peut plus s'exprimer notamment.
C'est une dictature qui ne se cache plus, simplement. Hein. Ça a toujours été une dictature depuis 62. Aujourd'hui, c'est une dictature décomplexée. C'est-à-dire qu'à force de dire Mukhabarat Irhabiya, ils ont dit vous allez voir ce que c'est que l'Irhab, on va vous montrer. Et ils sont en train de le montrer, effectivement. Donc, c'est décomplexé tout simplement. Chaban, il voit bien qu'il n'y a pas de réaction en face. Hein. Nous, ce qu'on attend des ONG, des Nations Unies, des différentes instances internationales, c'est qu'elle réagisse, parce que le régime algérien, l'Algérie a ratifié, elle a signé, a ratifié des conventions et des pactes. On attend qu'il y ait des réactions. Ce n'est plus possible de cette manière-là. On a de plus en plus de cas de torture qui sont rapportés, qui sont actuellement en communication aux Nations Unies, etc. Il n'y a pas de réaction en face. Donc vraiment, la question est en train de se poser. Tu avais commencé l'émission, Chaban, en parlant des incendies et des enquêtes qui étaient censées être ouvertes, des recours internes. Demander pourquoi ça n'avait pas abouti. Moi, je te le dis, tout cela n'est que mascarade. On ne peut pas fonctionner de cette manière-là. C'est une pseudo-démocratie, c'est une dictature. À aucun moment, les personnes qui sont incriminées peuvent mener une enquête contre elles-mêmes. Ce n'est pas possible. Et normalement, ça devrait être... c'est une instance qui est non gouvernementale ou une tierce qui devrait mener l'enquête. Et à l'heure actuelle, quand un policier tue un civil, c'est la police qui mène l'enquête. On marche sur la tête. Voilà, Chaban. Merci. Il va y avoir un retour le 22 février, simplement pour appuyer là-dessus. Et c'est ça qui leur fait peur. Tu me disais pourquoi aujourd'hui... Ils continuent et ils augmentent encore plus les arrestations, c'est parce qu'ils ont peur du retour du 22 février et le peuple va ressortir à nouveau. Merci, Chaban. C'est dit. Merci. C'est moi. On aura le plaisir de revenir sur cette actualité, même dans la semaine, je pense. Ali Edjoudi, vous avez le mot de la fin. Riposte internationale qu'on ne présente plus. Vous êtes sur la ligne de front au niveau des détenus. Dernier tour de micro avec vous. Merci, Chaban. Avant de parler justement de notre carillon, je tiens à saluer le courage de Mohsen Belabbas, des militants, des cadres du RCD qui ont accompagné ce Hira, qui sont dignes et à la hauteur des sacrifices. Eh bien, le RCD est en train de subir justement son soutien à cette révolution. Je salue aussi le courage de Gharras Fethi qui est en prison et il est président du MDS. Je salue le courage des camarades de l'association qui a été dissoute à Raj. Eh bien, ils ont fait honneur à leur combat, à cette révolution, à ce Hirak, à ce peuple algérien digne. Votre analyse, Ali Edjoudi, avant de nous quitter, mais pareillement, on va vous retrouver certainement dans la semaine. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Algérie, à entendre toutes ces arrestations à chaque émission, ces sentences, ces verdicts, est-ce qu'on a l'impression que l'Algérie est en train de rentrer dans une répression et des arrestations arbitraires sans fin qui dépasseraient toutes les limites? Vous savez, ce pouvoir idiot qui refuse d'évoluer, de comprendre les doléances, les revendications de ce peuple. En tout cas, pour notre part, on n'attend rien de ce pouvoir. Juste pour rappeler que la Riposte, en collaboration avec plusieurs ONG, ligues et syndicats, ont adressé une lettre d'interpellation le 1er janvier 2022 au Conseil des droits de l'homme et aux Nations Unies, donc sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Et aujourd'hui, il y a eu une pétition signée par plus de 300 cadres responsables, politiques, associatifs, partisans, syndicats, journalistes, citoyens, qui ont interpellé, dénoncé justement cette violence du pouvoir qui empêche le peuple de s'exprimer, d'exercer son droit le plus fondamental,
à exercer le droit au syndicat, à l'association, à la politique et à toute forme d'expression. Une pétition qu'on... Absolument. Une chose est certaine, c'est que le dossier de l'Algérie va être traité par les Nations Unies le mois de novembre de cette année. Il y aura une commission avec une visite sur Alger entre le 16 et le 22 septembre. Et nous, dans le cadre de riposte avec plusieurs autres ONG, avec sur les réseaux de Romed et le Haut Commissariat des droits de l'homme, on est en train de travailler justement en collaboration avec des avocats, des détenus, pour justement donner l'image de ce qui se passe en Algérie et pour informer l'opinion internationale que c'est une dictature qui ne recule devant rien. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une meilleure à tout le monde. On aura l'occasion de revenir effectivement sur les Nayel, le nouvel an. Amazir, vous faites bien de rappeler, et puis Riposte Internationale, entre autres, a contribué aussi à ce qu'il y ait un remous ménage comme ça, des interpellations au niveau des députés européens, de l'ONU, de l'Assemblée, du Parlement européen. Et cette pétition, vous pouvez la retrouver, elle est bien sûr, si vous souhaitez, signée, qui revient notamment sur le rassemblement des jeunes pour l'Algérie, le RRJA, notamment un de ses dirigeants, c'est Nasser Eddine Ahmetouche, qui est incarcéré maintenant depuis le 2 janvier 2002 à Bir Mourad Aïs, et puis Hicham Khayat qui est déjà sous contrôle judiciaire. Il a été interpellé sur son lieu de travail le 6 janvier dernier. Hicham Khayat, que je salue, ainsi que Nasser Eddine Ahmetouche. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités, Alia Djoudi, Riposte Internationale. Plaisir d'avoir eu aussi Assia Guéchoud, hirakiste militante des droits de l'homme. Kamel Adili, qui était avec nous aussi, cadre du RCD, qui est en pleine réunion, et puis fidèle à l'émission, qui nous apporte de réels éléments. Boualem Amoura, enseignant et secrétaire général du SATEF. Suivez-nous, le programme continue. On se retrouve demain soir pour un nouveau numéro de Microscope. Et merci à mon équipe technique d'avoir réalisé cette émission.